Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+ Madagascar pour ce samedi. Suivons d'abord nos titres. 22 personnes sur les 33 convoquées impliquées dans l'affaire des Boeing 777 ont comparu devant le pôle anticorruption depuis hier et ont toutes été placées en détention provisoire. 9 d'entre elles ont été transférées à la prison d'Avarajan, 11 à celle d'Atanmour, 2 à Tsiafa et une femme à Manzakandjin. Les charges retenues sont particulièrement lourdes: atteinte à la souveraineté de l'État, abus de pouvoir, blanchiment d'argent, usurpation de fonctions, corruption, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. L'un des principaux problèmes des partis politiques à Madagascar est qu'ils ne s'attachent plus aux idéaux fondateurs qui ont motivé leur création. Selon Riza Razafmandim, président du parti Sikapanjes, les partis se contentent désormais de promouvoir des personnalités plutôt que défendre des convictions. Cette dérive explique en grande partie l'instabilité et les fréquents changements d'appartenance de nombreux militants et responsables politiques. Le nettoyage complet du canal C3 devrait s'achever en avril 2026 selon le programme de résilience urbaine d'Antananarivo qui œuvre pour protéger la capitale contre les inondations saisonnières. À ce jour, près de 60 000 mètres cubes de boue, soit la moitié des 120 000 mètres cubes prévus, ont déjà été extraits et traités conformément aux normes. Au Moyen-Orient, l'ONU a déclaré vendredi une famine à Gaza. D'après ses experts, 500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a contesté cette annonce, la considérant de mensonge et hantée. Et tout de suite, les détails de nos informations, comme annoncé dans les titres, 22 personnes sur les 33 convoquées impliquées dans l'affaire des Boeing 777 ont comparu devant le pôle anticorruption depuis hier et ont toutes été placées en détention provisoire. 9 d'entre elles ont été transférées à la prison d'Avarajan, 11 à celle d'Atanmour, 2 à Tsiafa et une femme à Manzakandjin. Les charges retenues sont particulièrement lourdes: atteinte à la souveraineté de l'État, abus de pouvoir, blanchiment d'argent, usurpation de fonctions, corruption, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. L'enquête sur ces 22 suspects s'est achevée aujourd'hui à la mi-journée devant le parquet du PAC après avoir débuté hier. Marcelin Andjambouvons nous rapporte les détails. Parmi les 33 personnes mises en cause, 22 ont comparu devant le PAC. Elles ont toutes été placées en détention préventive, tandis que 9 autres restent activement recherchés. Les inculpés incluent des employés et responsables de l'aviation civile, des ressortissants indiens liés à la société Udan Aviation, ainsi que des entreprises et employés locaux. Certains des accusés ont déjà reconnu leur culpabilité, détaillant leurs actes et citant les complices impliqués. Toutefois, ils ont affirmé qu'aucun responsable gouvernemental ne serait impliqué dans ce dossier. Les chefs d'inculpation retenus contre les prévenus sont graves: atteinte à la souveraineté nationale, abus de pouvoir, blanchiment d'argent, usurpation de fonctions, corruption, faux et usage de faux, ainsi qu'appartenance à une association de malfaiteurs. Telles sont les principales charges retenues à leur encontre. L'enquête sur ces 22 suspects est achevée aujourd'hui à la mi-journée devant le parquet du PAC après avoir débuté hier soir. 9 des suspects ont été transférés à la prison d'Avarajan, 11 à celle d'Antanmour, 2 à Tsiafa et une femme à Manzakandjin. À noter que lors de l'enquête préliminaire, le FBI est intervenu, mais n'est pas impliqué dans la procédure judiciaire en cours au PAC. Le procès s'est terminé vers 11h30 aujourd'hui au PAC des 67 hectares,
confirmant la détention provisoire des 22 prévenus. L'un des principaux problèmes des partis politiques à Madagascar est qu'ils ne s'attachent plus aux idéaux fondateurs qui ont motivé leur création. Selon Riza Razafmandi, président du parti Sikya Panjais, les partis se contentent désormais de promouvoir des personnalités plutôt que de défendre des convictions. Cette dérive explique en grande partie l'instabilité et les fréquents changements d'appartenance de nombreux militants et responsables politiques. Face à cette situation, il est nécessaire de renforcer l'éducation politique et de raviver le respect des valeurs et principes qui fondent chaque parti, car ceux qui ont un rôle essentiel à jouer dans le développement du pays lorsqu'ils agissent en cohérence avec leurs idéaux. Reportage. D'après les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur en 2023, 195 partis politiques étaient officiellement enregistrés à Madagascar. Toutefois, beaucoup d'entre eux restent inexistants sur la scène publique, même en période électorale. Seules quelques grandes formations se distinguent par leur présence et leur implication dans différents domaines. Pour le président de Sikya Panjais, cette absence de repères idéologiques transforme les partis en simples instruments de mise en avant d'individus. En effet, les partis politiques à Madagascar ne s'attachent plus aux idéaux fondateurs qui ont motivé leur création. Selon Riza Razafmandi, présidente du parti Sikya Panjais, les partis se contentent désormais de promouvoir des personnalités plutôt que de défendre des convictions. Cette dérive explique en grande partie l'instabilité et les fréquents changements d'appartenance de nombreux militants et responsables politiques. Conséquence, les membres se déplacent d'un parti à un autre selon la force ou l'influence du moment, faute d'attachement réel à des convictions. Le parti estime qu'il est crucial de cultiver en son sein, comme dans les autres, la fidélité aux principes fondateurs, afin d'éviter la dispersion et l'instabilité politique. Encore jeune sur la scène nationale, le parti annonce ne pas vouloir participer immédiatement aux différentes échéances électorales. Sa priorité est de consolider ses bases, de diffuser largement ses idées et d'implanter une culture de respect des valeurs politiques, condition nécessaire pour un avenir politique stable et constructif. Page sociale pour continuer. Le nettoyage complet du canal C3 devrait s'achever en avril 2026 selon le programme de résilience urbaine d'Antananarivo qui œuvre pour protéger la capitale contre les inondations saisonnières. À ce jour, près de 60 000 mètres cubes de boue, soit la moitié des 120 000 mètres cubes prévus, ont déjà été extraits et traités conformément aux normes. Un centre de stockage des boues est déjà opérationnel à Yarnarivo, au Mujachim, tandis qu'un site de stockage des boues traitées a été aménagé à Nousbé, tous deux intégrés dans le dispositif global de protection d'Antananarivo contre les inondations. Reportage sur les images d'Éric Janevson. L'envasement des canaux reste en effet l'une des principales causes d'inondation dans la capitale. Les canaux saturés de déchets et de sédiments, faute d'entretien régulier, ne parviennent plus à évacuer efficacement les eaux pluviales. Parmi eux, le canal C3, long de près de 12 km, traverse plusieurs quartiers de la ville. Depuis Anousbé, il passe par un Davamambe, 67 hectares, et un Tomadink, avant de rejoindre le canal Andjiantan. Le nettoyage de ce canal, financé par la Banque mondiale à travers le projet Produire, constitue donc une stratégie clé pour réduire les risques d'inondation. À ce jour, près de 60 000 m3 de boue, soit la moitié des 120 000 m3 prévus, ont déjà été extraits et traités conformément aux normes. Le nettoyage complet du canal C3 devrait donc s'achever en avril 2026, selon le programme de résilience urbaine d'Antananarivo, qui œuvre pour protéger la capitale contre les inondations saisonnières. Par ailleurs, des analyses régulières de la qualité de l'eau sont menées dans les zones de traitement et de stockage des boues. Les résultats montrent qu'une qualité physico-chimique et microbiologique globalement conforme aux normes en vigueur. Les techniciens soulignent la stabilité des indicateurs par rapport aux précédentes analyses. Les opérations menées n'ont pas eu d'incidence sur la qualité des eaux à Yarnarivo. En ce qui concerne le site de pré-traitement, la méthode choisie par le projet a permis d'améliorer nettement la qualité des boues avant son enfouissement. À part cela, les divers prélèvements sur les puits
témoins à Yarnariv ont été réalisés conformément au protocole recommandé par les normes en vigueur relatives à l'échantillonnage des eaux souterraines. Pour garantir la sécurité, un contrôle de la qualité de l'eau est réalisé tous les 15 jours afin d'éviter toute contamination liée aux boues traitées. Plus de 150 accidents de la circulation ont été recensés en Tanarive en l'espace de 2 mois, selon les chiffres communiqués par la DGSR, la Direction générale de la sécurité routière. 99 personnes ont perdu la vie. L'imprudence des conducteurs et l'excès de vitesse figurent parmi les principales causes. Des actions sont en cours pour renforcer les compétences des automobilistes et des conducteurs de 2 roues dans l'objectif de réduire la fréquence des accidents sur la Grande Île, d'après le rapport de la DGSR. Grâce à India Situation. Les accidents de la circulation ne cessent d'augmenter, aussi bien en Tanarive que sur les routes nationales, notamment en cette période de vacances. Entre juin et le 15 août, plus de 150 accidents de la circulation ont été recensés dans la capitale, causant la mort d'environ 99 personnes et faisant 111 blessés, d'après les statistiques de la DGSR ou la Direction générale de la sécurité routière. Plusieurs facteurs expliquent ces drames, dont l'imprudence des automobilistes et des conducteurs de 2 roues ainsi que l'excès de vitesse. À cela s'ajoutent les défaillances techniques des véhicules, estimées à environ 22% des causes. Pendant les vacances, la fréquentation des routes augmente considérablement et le taux d'accidents impliquant des taxis-brousses grimpe en flèche. Les conducteurs, souvent épuisés, reprennent la route aussitôt qu'ils trouvent des passagers, selon les informations recueillies auprès du directeur général de la sécurité routière. Par ailleurs, le système prévoyant 2 chauffeurs par véhicule et les pauses obligatoires ne sont plus respectés, toujours selon le rapport. Les autorités s'efforcent de renforcer les compétences des conducteurs de véhicules afin de réduire la fréquence des accidents. En outre, la maîtrise et le respect du code de la route s'avèrent indispensables pour tous les usagers. Les responsables rappellent également que les conducteurs doivent redoubler de vigilance face aux chantiers en cours sur différentes routes nationales. Les consommations des groupes électrogènes du transport par câble varient selon leur puissance entre 100 et 150 litres de gasoil par heure, explique le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Les principales gares d'Anos, d'Akounjan et d'Antsuzumbe reposent sur de gros générateurs, tandis que des groupes plus modestes alimentent les autres stations. Les autorités précisent que cette solution reste provisoire, selon les explications de Gracia Njitouir sur les images d'Ivrasata. La consommation des groupes électrogènes du transport par câble varie en fonction de leur puissance. En moyenne, elle oscille entre 100 et 150 litres de gasoil par heure, indique Gérard Ranjomanoussou, secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Les principales gares d'Anos, d'Akounjan et d'Antsuzumbe fonctionnent grâce à des générateurs de forte capacité, tandis que des groupes plus modestes alimentent les autres stations. Les autorités assurent qu'il ne s'agit qu'une d'une solution provisoire. Le système est conçu pour être alimenté par l'électricité. L'installation de batteries et d'un parc solaire est prévue avec une ligne spécifique déjà planifiée, précise Gérard Anjemanoussou. Actuellement, les gares ne sont pas encore raccordées au réseau de la Jirama. Les délestages ne perturbent donc pas leur exploitation. Les usagers réclament toutefois une extension des horaires d'ouverture, une demande qui reste contrainte par les limites techniques. Un groupe électrogène n'est pas conçu pour tourner 10 heures par jour, rappelle le secrétaire d'État. L'élargissement des horaires dépendra donc de la mise en place d'un approvisionnement électrique stable. Une fois le personnel totalement formé et l'alimentation assurée par des batteries, le parc solaire ou la Jirama, qui bénéficiera d'un renforcement important d'ici la fin de l'année, nous pourrons envisager une exploitation de 10 à 12 heures par jour sans risque de coupure, conclut le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Et dans les actualités internationales au Moyen-Orient, l'ONU a déclaré vendredi une famine à Gaza. D'après ses experts, 500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a contesté cette annonce, l'a considérée de mensonge et honte. Reportage de France 24.
Les témoignages sont affreux, comme on peut l'imaginer. Il y a énormément de gens qui n'ont même pas un repas par jour aujourd'hui. On parle de cette pause tactique qui aurait pu laisser rentrer de l'aide humanitaire, mais sauf que rien n'est fait. C'est vraiment un écran de fumée aujourd'hui qui ne permet pas de venir en support des populations aujourd'hui qui sont extrêmement affaiblies. Il y a, on le dit, un demi-million, c'est ce que dit le IPC, le rapport IPC, c'est qu'il y a un demi-million de personnes aujourd'hui qui sont en risque qui sont en famine aujourd'hui, et 132 000 enfants qui sont en malnutrition aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'est extrêmement important, et cela s'ajoute à tous les blessés et les morts qu'il y a tous les jours dans la bande de Gaza aujourd'hui sous les frappes israéliennes. On a fait des rapports donc sur beaucoup de choses, sur les meurtres qui se font au niveau de la Gaza Humanitarian Foundation. Il y a eu des rapports qui ont été faits, y compris par l'agence américaine de développement, USAID, qui dénonce le fait qu'il n'y a jamais eu de preuves, et qu'eux n'ont pas de preuves du détournement de l'aide, qui est la raison aujourd'hui d'avoir arrêté les camions et d'avoir empêché et d'avoir imposé un blocus sur les Palestiniens. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges de la part des autorités israéliennes, et que c'est vraiment une volonté de dénigrer le travail des humanitaires depuis le début de cette guerre. Et on le voit et on le sait, et il y a encore eu des discussions dernièrement et des appels à laisser rentrer les journalistes internationaux. Au final, cette édition, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous dis au revoir alors.